En Yougoslavie, dans les années 1970, des millions de téléspectateurs attendent avec impatience chaque dimanche soir. La première des deux seules chaînes de télévision de l'époque diffuse en première partie de soirée un nouvel épisode de la mini-série Hot Pisani qu'on peut traduire par Les Désavoués, dont vous voyez le générique. Les meilleurs acteurs, musiciens, scénographes et autres artistes y jouaient sur l'écran les exploits de jeunes communistes à Belgrade pendant la Seconde Guerre mondiale. On prétendait que la série était une reconstitution de faits authentiques. Ainsi, la série est devenue le cours d'histoire à l'audience la plus large possible. Les informations objectives sur la Seconde Guerre mondiale ne commenceront à émerger en Yougoslavie qu'après la chute du mur de Berlin, fin 1989. C'est seulement à cette période qu'on découvre que ceux qui étaient joués dans Hot Pisani n'étaient pas des communistes, mais des tchétniks, appartenant à l'armée royale yougoslave, commandée par le général Draža Mihailović. Les résistants tchétniks, clandestins à Belgrade, étaient sous les ordres du lieutenant-colonel Jarko Todorović. Son surnom, Walter, était entouré de mystères déjà pendant la guerre. Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Les exploits de Walter étaient si nombreux que les communistes, dans leur fiction, les ont aussi prêtés à une autre ville, Sarajevo. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. Les scènes du film Walter défend Sarajevo sont soit fictives, soit empruntées à Belgrade. Comme ils échouaient à découvrir qui était Walter, les Allemands infiltraient un faux Walter dans la résistance. C'est la trame principale du film. Mais en réalité, le faux Walter avait été infiltré chez les clandestins tchétniks, et non chez les communistes. Et ce, à Belgrade, et non à Sarajevo. La mini-série Hot Pisani était si populaire qu'une suite est très vite diffusée, le retour des Hot Pisani. Elle aussi empruntait les exploits réalisés par des milliers de clandestins tchétniks de Belgrade. Mais eux sont aujourd'hui encore complètement désavoués par l'historiographie officielle. Belgrade en 1941. Après la guerre d'avril, les Allemands y maintiennent de puissantes forces armées, car ils s'attendent à un nouveau soulèvement serbe. Dès le mois de juillet, le commandant allemand établit le camp de concentration de Banjica. Rapidement, ce camp ne sera plus mentionné dans les documents allemands que sous le nouveau nom, camp DM. DM sont les initiales du nom du meneur de la résistance, qui deviendra rapidement connu à travers le monde, le général Draža Mihailović. Les Allemands ont appelé ce camp d'après le nom du général Mihailović, car l'écrasante majorité des prisonniers qui y étaient internés étaient ces hommes. Ni le nom du camp, ni la composition de ces prisonniers ne pouvaient oser être mentionnés en Yougoslavie socialiste. On prétendait que le mouvement de résistance à Belgrade était composé uniquement de communistes. Pourtant, à la veille de la guerre, dans tout le royaume de Yougoslavie, il y avait environ seulement 1500 communistes. Leur parti s'était une fois présenté aux élections, mais ce fut un échec, et il a pris la voie du terrorisme. C'est pourquoi il avait été interdit. Dans les années 1930, Belgrade était en plein essor. De ce simple fait, les idées communistes n'avaient pas prise sur les habitants de la capitale. U našem razredu politika se vodi uglavnom, skoro svi smo bili nacionalno opredeljeni. Sećam se samo nekog omčikusa, jedno, dvoje, troje koji su zagovarali nekakvu ideju socijalizma i tako dalje. Jesu li bili komunisti ili ne, ne znam, nije bitno. A svi su ostali, po razgovoru sam osjetio da smo svi bili jedno. Une raison pour laquelle Draža Mihailović décide en mai 1941 d'établir son état-major sur le mont Ravna Gora était précisément Belgrade.
À seulement 20 km au pied de la Ravna Gora, à Kadina Luka, se trouvait une gare d'où ces estafettes pouvaient se rendre en train directement à la capitale. L'état-major belgradois des unités tchétniques de l'armée yougoslave est le deuxième que le général Mihailović a fondé, toujours en ce mois de mai. Les estafettes de Mihailović rencontraient un accueil chaleureux d'un grand nombre des habitants de Belgrade. A mi počeli, kako smo bili nacionalno, kažemo, opredeljeni, došao okupator. Pa nećemo da se ljubimo s njim, nego odmah protiv njega. Komunisti su bili apsolutno mini manjina. Oni mogu da pričaju šta hoće o ovakvim diverzantskim akcijama. Ništa ja to nisam video, doživeo ili čuo. Ma komunistički legalci, to je bilo par njih, razumete, to su bili onako više idejni. Niko od njih nije radio neke diverzije. Komunista u Beogradu je možda i bilo, ali za njihovo, nije se čulo za njih. To što je četnička legala bila na prvom mestu mnogo veća, na drugom mestu o njima se najviše govorilo. Evo, od onih koji su streljani u Jajincima, 78% su bili pripadnici organizacije DM. To je nemački naziv, organizacija DM. Ja ne znam da su oni imali, ja znam samo da su oslobađali, na primjer, Ranković iz ove bolnice. Au mouvement illégal de résistance belgradois se sont joints les membres des plus éminentes familles serbes. Par exemple, les petits-fils du légendaire homme politique Nikola Pašić, Vlatko et Nikola. Le fils du voïvode Petar Bojović, Dobrica. Le petit-fils du général Vukoman Aračić, Vukoman Vule Aračić. Et même le plus célèbre des clandestins, Walter, était le fils d'un général, Petar Todorović. Les clandestins belgradois étaient aussi soutenus par tous les partis politiques représentés au Parlement avant la guerre. Ces partis politiques avaient des sections de jeunes au nombre d'adhérents incomparablement plus élevés que les communistes. Sur cette image, derrière le président du Parti démocrate, Ljubo Davidović, se tient Milija Janićijević, le responsable des jeunes démocrates à l'université de Belgrade. Milija était tête de liste aux dernières élections d'avant la guerre. Voici des tracts originaux de cette époque. Sur cette photo, Milija est derrière le vice-président du Parti démocrate, le docteur Dragić Joksimović, qui sera après la guerre l'avocat qui défendra le général Mihailović. Le Parti démocrate envoie massivement ses jeunes, d'abord dans l'organisation tchétnique de Belgrade, puis dans les unités combattantes. L'unité qui comptait le plus de jeunes démocrates était le premier corps d'armée de Ravna Gora. Après la mort de Mihailo Naumović, la brigade des jeunes démocrates portera son nom. Mihailo était le descendant d'un autre célèbre général, Jovan Naumović, qui avait été voïvode tchétnique durant la Grande Guerre. L'entre-deux-guerres mondiales était la période de la plus grande émancipation des femmes jusqu'alors. Elles avaient constitué un grand nombre d'associations, les femmes médecins, les femmes professeurs, les femmes institutrices, les femmes diplômées de l'enseignement supérieur, le cercle des sœurs serbes, et ainsi de suite. Toutes ces associations ont rallié l'organisation tchétnique, d'abord à Belgrade, puis ensuite sur le terrain, dans les unités de l'arrière. La première mission de ces organisations de femmes, d'après l'ordre du général Mihailović, était de rassembler tout le monde des femmes qui pensent et ressentent pour la patrie. Comme le siège de la plupart des associations féminines était à Belgrade, le général Mihailović leur a aussi envoyé le message suivant. Le pays et son peuple devraient être guidés par Belgrade, comme toujours, et ce par son meilleur côté, le national, l'honorable et patriote Belgrade. Celui qui l'a mené en 1912 à la libération du berceau de l'identité serbe, du sud de la Serbie et à la bénédiction du Kosovo, celui qui l'a mené en 1914 à la libération de la Bosnie, de l'Herzégovine, de la Voïvodine, de la Sirmie, de la Lika, du Cordoune et de la Dalmatie. Une fois sur le terrain, les principales organisatrices des femmes sont le professeur Anđija Lalatović, épouse du colonel Lalatović, et Jelena Đorić, épouse du capitaine Đorić. Jelena deviendra après la guerre le plus grand philanthrope serbe d'Australie. Avant la guerre, Belgrade comptait beaucoup d'industriels, dont certains étaient très riches, comme Lukáš Partaj, qui aidera le plus le général Mihailović. Les Tchétniks étaient aussi soutenus par la plus massive des organisations de jeunes d'avant-guerre, l'Alliance des Sokols. Les Sokols sont en Europe de l'Est, comme en Serbie, le précurseur des associations sportives et de l'olympisme. Le doyen des Sokols était le roi Pierre II,
et son adjoint, le docteur Vladimir Bjelajčić, se rendra pendant la guerre sur la Ravna Gora. Avant la guerre, la plus grande association d'intellectuels serbes était le Club culturel serbe. Lui aussi a joué un rôle important non seulement dans l'organisation belgradoise, mais aussi dans tout le mouvement tchétnique. Le président du club, l'académicien Slobodan Jovanović, sera nommé premier ministre du gouvernement yougoslave en exil à Londres. Le vice-président du club, l'académicien Dragiša Vasić, sera l'un des assistants du général Mihajlović. Beogradsko-četnička ilegala je nastala na dva načina. Da se tako izrazim, intelektualna grupa je bila oko vođstva Srpskog kulturnog kluba. Sastanci su se održavali kod ovoga koji je potpredsjednik. U jednoj zgradi je stanovalo nekoliko njih. Ulica, ne mogu da se setim kako se zvala, ali je bila tu negde preko puta spomenika Vojvodi Vuku. I ja se sećam, tu su održavali sastanke kod Vlaste Petkovića i ja sam išao sa ujakom na te sastanke, premda sam bio dečak, ali to je bilo radi toga da bi se zakamufliralo, jer špijuna je bilo na sve strane. Imali ste Ljotićevce i raznorazne koji su bili u službi Gestapoa. Le club culturel serbe a lui aussi immédiatement impliqué ses jeunes dans l'organisation belgradoise. Le président de la section de la jeunesse était le docteur Vojin Andrić, le plus jeune titulaire d'un doctorat dans le royaume yougoslave. Plus tard, il deviendra chef de la propagande du haut commandement du général Mihajlović. En 1942, Andrić a in extremis sauvé sa tête en s'échappant de Belgrade, après que les miliciens de Ljotić l'avaient dénoncé, d'abord à la police collaborationniste, puis à la Gestapo. Les deux dénonciations avaient été signées par le secrétaire personnel de Dimitri Ljotić, Zoran Vuković. En 1941 et en 1942, la section de la jeunesse du club culturel serbe organisait le départ des étudiants et d'autres jeunes depuis Belgrade pour rejoindre les unités combattantes. Un rapport de début septembre 1942 révèle que la section des jeunes du club culturel serbe disposait d'entre 200 et 250 lycéens belgradois organisés, structurés en trio. Les adolescents recevaient les missions les plus faciles. I sada, bome, mi smo bili deca, stariji zna se njihove poslove, a mi dobijemo plakate, lepilo, da lepimo po zidovima noću, kad je policijski čas. A mogli smo to zato što smo poznavali autokomandu i taj ceo, kažem, kasarski krug na pamet, gde možemo, ako naiđe patrola nemačka, samo preskočimo zidić i šmugnemo i tamo vojska ne smeju ni da idu. A mi možemo, jer tu stanujemo. La première organisation de jeunes tchétniques à Belgrade a été créée par Bogdan Milutinović, un étudiant en technologie, dès le mois de mai 1941. Il l'avait fondée avec un autre étudiant, Vladeta Jovanović, ainsi que les petits-fils de Nikola Pašić. Bogdan sera nommé début 1942 commandant des jeunes du haut commandement, organisation qui a été créée au monastère de Ljubostinja, à l'époque où y était détenu par les Allemands l'évêque Nikolai Velimirović. En septembre 1942, le général Mihajlović a unifié toutes les organisations de jeunes en une seule, la jeunesse yougoslave de Ravna Gora, siglée JURAO. Le JURAO effectuait des missions de propagande de guerre, mais il avait aussi des sections de combat. En plus de cela, leurs membres étaient aussi déployés dans les unités combattantes. Le JURAO avait aussi ses clandestins organisés, essentiellement des lycéens et des étudiants à travers tout le pays, mais surtout à Belgrade. Mais le commandement de Mihajlović pour Belgrade, au nom de code État-major de la montagne numéro 2, était avant tout une organisation militaire. Des officiers l'avaient créée et ils y étaient les membres les plus importants. Ils prenaient des faux noms, troquant leur uniforme pour des vêtements civils pour semer les ennemis. Les officiers formaient systématiquement des unités en fonction des quartiers des villes. Au milieu de 1943, le commandement tchétnique de Belgrade disposait de 5 corps d'armée composés de 17 brigades. Ils avaient précisément 5119 hommes, dont 3500 étaient armés, au moins d'un pistolet. Le commandement de Belgrade estimait que ces 3500 clandestins armés, disposant de 80 véhicules et de 4 postes de radio, étaient prêts à passer à l'action dans les 24 heures. Ne sporeći da je i među komunistima bilo pojedinaca koji su bili sposobni i hrabri, porediti komunističku i ilegalu jugoslovenske vojske u otadžbini je prosto neumesno.
Dok se među komunistima uglavnom bili bravarski pomoćnici, stolari i tako, jugoslovenska vojska je u svojoj ilegali imala veliki broj oficira. U tome se baš krila i osnovna prednost, jer su oni bili ljudi koji su bili u mogućnosti da se infiltriraju u kvislinške organizacije i da dođu do prvorazrednih podataka koji su bili od velike koristi. Drugo, to su bili ljudi koji su mogli da raspoznaju šta je bitno od onoga što je nebitno i Nemci su to normalno znali i kao svog glavnog protivnika smatrali su jugoslovensku vojsku u otadžbini, dok su specijalnu policiju prepustili da se bavi komunistima. Le premier commandant des clandestins belgradois, à partir du 17 mai 1941, était le major du haut quartier général Žarko Todorović Walter. Son adjoint était le major Pavle Babac. Za Žarka se u porodici pričalo da je, naravno njih dvojica su bili iz iste klase Vojne akademije, 51. klase, da je bio ubedljivo najbolji pitomac, da je iz porodice sa dugom oficirskom tradicijom. Čini mi se da je njegov brat isto bio oficir. D'après son dossier d'officier d'avant-guerre, Žarko Todorović est né le 24 janvier 1907 à Belgrade. Il est diplômé de l'Académie militaire à Belgrade, puis de l'École supérieure de guerre à Paris, où il étudie de 1933 à 1935. De retour à Belgrade, il est reçu à la préparation pour devenir officier d'état-major. En 1938, il devient officier du grand quartier général, ce qui selon la terminologie actuelle est équivalent à docteur S sciences militaires. En plus du français, le dossier indique qu'il avait une solide compréhension de l'anglais, de l'italien et de l'allemand. Les notes de service de Žarko Todorović étaient parfaites. Voici l'une d'elles. Caractère solide et lumineux, sérieux, ordonné, à sang-froid et énergique, d'intelligence supérieure, sincère, sociable et de bonne compagnie. Il effectue son service avec exactitude, en conscience, avec une complète compréhension et de son propre chef. Il se lance à l'ouvrage avec assurance et rapidité. Comportement exemplaire en toutes circonstances. Est très attentif à sa dignité personnelle. De bonne instruction sociale et générale, un officier très bien éduqué. Dans une autre note de service pour Žarko Todorović, il y est écrit ceci. Dispose d'une riche et large érudition, qui le rend apte à la conception et à la compréhension des problèmes militaires supérieurs. Žarko Todorović était avant la guerre en poste au grand quartier général, au grade de major d'état-major, et ce, au premier bureau du renseignement. Moj otac je bio u vezi sa Žarkom Todorovićem, koji je bio prvi komandant u Dražine organizacije, vojne organizacije u Beogradu. Inače, ja se sećam, bio je ovako suvonjav čovek, oštar čovek, pravi vojnik, i on je bio generalštabni oficir i završio je generalštab na ratnoj školi u Francuskoj, u Fontainebleau, gde je i moj otac. Samo je moj otac tamo tehnički, balistički odsek i imao je generala de Gaulle za nastavnika iz oblasti oklopnih vozila. Uglavnom, ono što je bila priča, to je da se sastajao sa Žarkom Todorovićem i nekim oficirima u podrumima kafana u Beogradu. Niti se znalo u kojoj kafani, niti koliko često, niti šta su oni tamo tačno radili kada su se sastajali, ali ja mislim da je to bio sastavni deo takozvanog programa zaštite porodice. U zgradi gde su oni živeli u Kalinićevoj ulici je bio natpis o tome da u zgradi postoji zarazna bolest šarlak. Nemci su bili strašno, su vodili računa i klonili su se svih mogućih potencijalnih izvora zaraze, tako da su oni nekako zaobilazili tu zgradu. Tandis que dans les guerres frontales ainsi que dans les guérillas, il y a beaucoup de tirs et d'explosions, la guerre dans les villes occupées prend une toute autre forme. Les soldats illégaux ne portent pas d'uniforme et ont des objectifs différents. La première mission de l'état-major de Belgrade était de rassembler les officiers qui avaient réussi à échapper aux Allemands. L'un d'eux était le capitaine Vojislav Kostić Lole. On je nekako došao do Beograda i bio je u Budimskoj 10.
normalno nije nosio uniformu i onda ga je njegov otac, moj deda Bora Kostić, pošto je imao nekoliko mesarnica u Beogradu, pošto je bio veletrgovac mesom, izvoznik mesa, on ga je zaposlio na Cvetnom trgu u mesarnici, gde je danas u onoj zgradi, to je zgrada za očuvanje vračara. Tu je danas neka prodavnica, valjda Soko Štark. Tu je zaposlio Loleta i on je radio, prodavao meso. Da bi jednoga dana, negde krajem maja meseca, došao kod njega Milenko Banjac, njegov klasni drug, i kazao: Lole, čuo sam da neki naš oficir, pukovnik, okuplja vojsku našu na Ravnoj gori. U dogovoru sa Milenkom Banjcem, ne znam ko je bio još treći, oni su negde početkom juna došli do Ravne gore kod Draže Mihajlovića. Pour le général Mihailović, Belgrade était le plus important des centres pour le renseignement. Le chef du service de renseignement était le capitaine Radomir Milinković, qu'on surnommait Jack parce qu'il est né aux États-Unis. Il était connu avant-guerre pour avoir traduit de l'américain le livre The Story of Secret Service de Richard Rowan. General Mihajlović kao školovani obaveštajac normalno znao je značaj obaveštajnog rada i na tome je insistirao. Posebno što je značaj informacija koje su prikupljane u Srbiji bio šireg značaja, nije pokrivao samo teritoriju Kraljevine Jugoslavije, nego imao svog značaja iz operacije na Bliskom istoku. General Mihajlović je naredio svojim saradnicima da se infiltriraju u organe Nedićeve uprave i uz pomoć njih je uspeo da pribavi prvorazredne informacije koje su mu dale prednost u odnosu na okupatora. On je u skladu sa tim preduzimao i svoje akcije. Les Tchetniks infiltraient leurs hommes même chez les miliciens de Ljotić, la seule structure serbe en qui les Allemands avaient confiance. Jednoga dana izašli mi, spremamo se negde da idemo, a ispred štaba, vidimo ispred te kuće, stoji nama dobro poznati lik. Pogledam ja bolje, moj drugar iz stanova, ali ne samo da je bio Ljotićevac, nego radio za Gestapo. Mi se skamenimo, nas nekoliko tu iz stanova. Gospodine poručniče, znate li ko je onaj tamo? Znamo. Pa? Da se skrati za glavu. Kaže. Da nije njega, ne bi ni mi bili ovde. On radi za nas. Tek sam tada prvi put čuo šta znači dvostruki, a možda i trostruki špijun. Les espions belgradois étaient même parvenus à mettre la main sur des informations concernant le développement des fusées de type V1, qui faisaient partie des secrets militaires allemands les mieux gardés. Tout avait été transmis aux Alliés. Dans la découverte de ce secret militaire était impliqué le colonel Branko Kostić, qui était expert en balistique. Draža je na suđenju kao jednu od svojih zasluga za savezničku pobedu izneo i to u vezi sa ovim planovima za V1. Samo nije spomenuo moga oca. Dostavio sam izveštaj o V1 još u 1943. godini. Traženo mi je proveravanje podataka. Ja sam proverio i V1 opisao u 1943. Posle Drugog svjetskog rata Englezi pronađu moga oca u Austriji i daju mu jedno od najvećih engleskih odlikovanja, taj ratni krst. Les données du renseignement étaient transmises quotidiennement au haut commandement par radioémetteur. L'une de ces radios se trouvait boulevard du Roi Alexandre, dans cet immeuble. Il avait été choisi parce qu'il disposait d'une issue sur ses 4 côtés. La radio était cachée dans une mansarde et les opérateurs qui s'y relayaient étaient Branimir Hrga et Tihomir Jakšić. Mais les Allemands avaient un véhicule radiogoniomètre et ont réussi à débusquer les Tchetniks. Les patrouilles allemandes ont cerné l'immeuble le 28 décembre 1942. Au moment où le piège se refermait, Tihomir Jakšić sortait de l'immeuble avec sa fiancée, Jelena Grubješić. Jakšić possédait un Ausweis de télégraphiste de la Poste, mais ça ne l'a pas aidé. Son partenaire, Branimir Hrga, est aussi immédiatement arrêté, et ce, au moment où il transmettait un message radio. Tihomir, Jelena et Branimir ont été emmenés à la prison de la Gestapo, puis au camp de Banitsa.
Voici le document original de la Gestapo condamnant à mort Tihomir Jakšić. Et voici l'original du rapport du capitaine de la SS Brandt informant de l'exécution de Tihomir Jakšić le 19 avril 1943. La fiancée de Jakšić a été libérée du camp de Banjica le mois suivant, par manque de preuves. Branimir Hrga, après de terribles souffrances, a fini par accepter de travailler pour la Gestapo. Vers la fin de la guerre, il est emmené en Allemagne et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'histoire du radiogoniomètre a fait l'objet d'un épisode entier de la mini-série Hot Pisani. Évidemment, on y présente le poste radio comme étant celui des communistes. Les clandestins belgradois avaient réussi à aménager un hôpital secret dans des maisons discrètes du village de Kumodraž en périphérie de la capitale. Les blessés y étaient amenés même depuis les régions éloignées et ils étaient opérés par des chirurgiens de Belgrade. L'hôpital n'avait jamais été découvert. Entre autres choses, les clandestins belgradois servaient aussi d'agents de liaison entre le haut commandement et le patriarche de l'église orthodoxe serbe Gavrilo et l'évêque Nikolaj Velimirović, tous deux assignés à résidence par les Allemands dans les monastères de Rakovica et de Vojlovica. Ono isto što se pouzdano zna, to je da u jednom trenutku deda vodio tatu i strica na neki sastanak van Beograda u manastir u kome je bio i vladika Nikolaj Velimirović koji je tatu i strica tom prilikom miropomazao i on se očigledno tom prilikom sa nekim sastao. À l'été 1944, Vukomana Račić a pour mission de transmettre un message au patriarche Gavrilo et à l'évêque Nikolaj au monastère de Vojlovica. Pour y parvenir, il traverse le Danube à la nage. À son retour sur l'autre rive, la garde allemande l'a repéré, lui a tiré dessus et l'a touché. Il est mort de septicémie. Une mission particulièrement importante pour les clandestins belgradois était le financement de toute l'organisation. Les industriels belgradois faisaient de larges donations, et beaucoup d'autres citoyens étaient impliqués. L'un des groupes à recueillir et transmettre les dons s'appelait le groupe de financiers de Bosnie. C'étaient de riches Serbes originaires de Bosnie qui vivaient à Belgrade. Par message radio du 17 août 1942, le général Mihailović donne l'ordre au groupe de financiers de Bosnie de transmettre les fonds à Lukaš Partalj. Les industriels belgradois mettaient aussi leurs entreprises à disposition pour recevoir des fonds publics du royaume qui se trouvaient dans les banques à l'étranger. C'était possible car le système de règlements internationaux fonctionnait toujours. En une seule fois, en septembre 1942, le gouvernement du royaume yougoslave avait, par l'intermédiaire d'une usine de Lukaš Partalj, envoyé 3 millions de dollars. Cela équivaut à environ 54 millions de dollars d'aujourd'hui. L'argent était envoyé à Lukaš Partalj depuis la Suisse, officiellement sous forme d'investissement étranger pour l'ouverture d'une mine d'extraction de minerais. Les devises étaient ensuite retirées du compte, puis distribuées selon les ordres du général Mihailović. L'argent était essentiellement dépensé en nourriture pour l'armée et les réfugiés, en achat de médicaments et en matériel sanitaire pour les hôpitaux clandestins, en matériel photographique, en fourniture de bureaux et d'imprimerie, ainsi que pour l'approvisionnement en vêtements, en armes et en munitions. Les familles des Tchétniks tués, blessés et malades, les familles pauvres des soldats et sous-officiers, ainsi que celles des prisonniers de guerre, recevaient relativement régulièrement une aide financière. Le général Mihailović avait donné l'ordre à toutes les unités au milieu de l'année 1942 de remettre au commandement clandestin de Belgrade les listes des personnes de ces catégories pour leur faire parvenir de l'argent chaque mois. Le général Miroslav Trifunović, commandant des Tchétniks de Serbie, rapportait le 16 janvier 1943 qu'il avait trouvé un donateur d'1 million de dinars pour, comme l'indique le document, l'aide aux pauvres de Belgrade. Il demandait à qui remettre l'argent. Le capitaine Alexandre Mihailović, adjoint à ce moment-là du major Jarko Todorović Walter, rapportait « Toutes les mesures ont été prises pour venir en aide aux pauvres. Les campagnes dans notre secteur sont en bonne situation car il est resté assez de nourriture dans la population. Il est plus difficile d'aider les pauvres dans les villes car elles sont sous le contrôle des occupants. Quand bien même, tout a été entrepris pour que les pauvres dans les villes ressentent notre bienveillance. » Razume se da je novac neophodan za vođenje rata i svaka država normalno u svom budžetu predviđa neophodna sredstva da bi mogla
i rat privesti kraju. To je posebno značajno za vojsko kakva je bila jugoslovenska vojska na okupiranoj teritoriji. Jer general Mihajlović kao dobar poznavalac Gelijevskog rata znao je da ta vojska ne sme pljačkati i mora ostati u povjerenju naroda da bi imala podršku tog naroda. On je preduzimao sve mere, znači da sve potrebe vojske budu na vreme plaćene i da ljudi osjećaju jednu sigurnost i povjerenje prema toj vojsci kao svojoj vojsci. Kada je finansiranje jugoslovenske vojske u pitanju, moramo imati jednu osnovnu činjenicu na umu. To je da je vojska Kraljevine Jugoslavije bila legalna formacija koja je imala svoju vladu u Londonu zajedno sa ostalim vladama okupiranih država. Da je ta vlada vodila računa preko svojih organa, ministarstava i svega o svojoj vojsci. Tako da je finansiranje te vojske bila stvar države. Kraljevina Jugoslavija imala značajne devizne rezerve u inostranstvu i u Brazilskoj banci i u banci federalnih rezervi i taj novac je tokom rata prebacivan u zemlju radi finansiranja potreba jugoslovenske vojske. Beogradski ilegalci imali su veliki značaj u obezbeđivanju nesmetanog finansiranja. Prvo zato što su oni održavali kanale prema inostranstvu, ili Istanbulu, ili Cirihu, Švajcarska ili Turska, preko kojih je novac mogao doći za finansiranje potreba. I drugo, oni su preko ljudi koji su imali pristup ili uz pomoć Nedićevog aparata ili su sami kao poslovni ljudi, industrijalci imali pristup novcu, davali velike donacije vojsci i zato su im izdavani određeni papiri i da se rat završio kao što je trebalo, to bi njima na kraju rata bilo refundirano. Les clandestins de Belgrade avaient envoyé au haut commandement du général Mihajlović d'énormes quantités d'argent, qui se comptent en valeur actuelle en centaines de millions de dollars. C'était le cas jusqu'à l'été 1944, quand ils ont reçu un ordre inhabituel, celui de cambrioler les banques. Une fois, ils ont fait irruption dans la salle des coffres de la Banque nationale et ont emporté tout l'argent qui s'y trouvait, au nez et à la barbe des Allemands et des collabos, un camion entier. Une autre fois, ils ont tendu une embuscade et capturé un camion blindé rempli d'argent. Dans ces deux seules actions, ils ont subtilisé 1,2 milliard de dinars, ce qui représentait à l'époque environ 15% du budget annuel de la zone d'occupation allemande en Serbie. L'argent avait été distribué à l'armée à travers tout le pays. Début octobre 1944, le successeur de Walter, le major Alexandre Mihajlović Willy, apprend que les Allemands se préparent à emporter l'ordre de Belgrade. Les clandestins surgissent de nouveau à la Banque nationale et raflent tout ce qu'ils y trouvent. 107 kilos d'or, 1 kilo de platine et une somme importante en devises étrangères. L'argent était aussi dépensé pour corrompre qui il fallait, pour pouvoir extirper les prisonniers des mains des nazis. La Gestapo avait découvert et capturé au cours de l'année 1943 Lukasz Partal. Il avait été torturé puis exécuté, comme les ingénieurs Jovan Gašić, Petar Miličević, Dragomir Tomašević et beaucoup d'autres. Veillez à extraire Tomašević par tous les moyens. Donnez tout l'argent qu'il faut pour qu'on le sorte de là, avait par exemple écrit le général Mihajlović au major Žarko Todorović Walter. L'ingénieur Tomašević avait tout de même été exécuté, après cette condamnation du tribunal SS. Mais d'autres avaient pu être sauvés. Kad smo mi 1942. godine otišli na Kosmaj, jer moj otac uhapšen bio 6 mjeseci pod istragom u Gestapou, 6 mjeseci na Banjici. I onda je moj stric, nemačkom potpukovniku iz Gestapoa, Kenigu, platio 1.000.000 predratnih dinara da mog oca ne streljaju. Isplaćeno je na njegov račun u Švajcarskoj. Jer vi za vreme Drugog svjetskog rata, naš dinar je bio valuta koju ste mogli da menjate za svaku drugu valutu, predratni dinar, za svaku drugu valutu. Jer zlatno pokriće tog dinara se nalazilo u Engleskoj. 56 tona zlata. Les diversions et sabotages contre la machine de guerre allemande étaient toujours à l'ordre du jour à Belgrade. Ces missions étaient effectuées par le capitaine Vojislav Kostić Lole. On je izvodio ilegalne akcije, mama mi je pričala, nekoliko garaža su stradale sa njim i sa ovim Slobodanom Popovićem Popcem, njegovim drugom dobrim, a ovaj treći potporučnik on je vršio sabotažu u centrali, a Lole je vršio sabotažu u nemačkim garažama. Jer ono što se prikazuje na televiziji Beograd, onaj otpisani, to je smejurija, mislim, to su radili sve Dražini ljudi, Dražinovci.
traženi oficiri. Partizana tad nije bilo, nisu znali za partizana. À partir du printemps 1942, la cible principale des sabotages et diversions devient le chemin de fer. C'était en rapport avec la bataille pour l'Afrique, surnommée la bataille pour l'approvisionnement. La route la plus courte pour approvisionner l'Afrique à Corps, surtout en carburant depuis la Roumanie, passait par la Serbie. Au cours de l'été, le gouvernement britannique, par l'intermédiaire du gouvernement yougoslave à Londres, avait demandé au général Mihailović l'amplification de ses actions sur les voies ferrées. À ce propos, le général Mihailović s'est d'abord adressé aux clandestins belgradois, donnant l'ordre suivant. Il est nécessaire que les cheminots les plus dignes de confiance prennent en charge le sabotage des chemins de fer. Qu'ils versent des billes de cire contenant de la poudre abrasive dans les bidons de lubrifiant pour roues. Ce liquide enraye les essieux et met les wagons hors service. La panne survient sur la voie ferrée et l'auteur ne sera pas découvert. Oni su u kante, one velike sa mazivom, sa znači, to je, kako se zove to, mazivo za lokomotive. Oni su otvarali to i sipali su pesak unutra. Znate, da motori zaribaju. Onda silne druge diverzije su radili. Les clandestins belgradois posaient des mines sur les trains allemands, mais de telle façon qu'ils explosent hors des frontières de la Serbie. Car ce n'est que dans leur zone d'occupation de la Serbie que les Allemands procédaient à des représailles selon une proportion de 100 pour 1. Ils exécutaient 100 Serbes pour chaque Allemand tué et 50 Serbes pour chaque Allemand blessé. Ces représailles étaient l'une des raisons pour lesquelles on évitait autant que possible de tuer des soldats allemands. Kako su to sposobni ljudi? Ja sam upoznao u Parizu Žarka Todorovića koji je onaj Prle. Su sve njegove. On čovjek kad je gledao, plakao je. I pričao mi je da mu je poginuo samo jedan Nemac u svim tim diverzantskim akcijama. I on meni priča, kaže, je poginuo mi je samo jedan Nemac na autokomandi, ja sam postavio tamo dinamit i pozovem stražara da mi kao zapali cigaretu, da ne bi poginuo tamo kad krene eksplozija. Međutim, eksplodiralo je 10 sekundi ranije, ovaj se okrenuo i udario ga geler. Ili da ne bi streljali 100 Srba, oni stave u voz bombu, pa bomba eksplodira u Makedoniji pod bugarskom okupacijom. Tako da nema 100 žrtava u Srbiji. Nanošenje gubitaka neprijatelja, odnosno ubijanje neprijateljskih vojnika je vrlo značajno u ratu. Međutim, to je otprilike jedan laički pristup. Nanošenje gubitaka mora se shvatiti u celini svih faktora, znači ljudskog, materijalnog, tehničkog prostora i vremena. Kako se on odražava na konačni cilj rata? Nanositi gubitke neprijatelju bilo je svrsishodno kada je bilo potrebno zaštititi narod ili u okviru vojnih operacija. Nanositi nepotrebne gubitke izazivalo je strašne represalije od strane okupatora. Tako da bismo i ljude koji su stradali u okviru mera odmazde morali uvrstiti u sopstvene gubitke, što je neprihvatljivo. Bata Ratko Kovačević, koji je bio 1941. do 1942. Dražin pratilac, predratni, aktivni podoficir, dobitnik motociklističke trke Beograd-Sofija, ovako jedan tip avanturiste, ali opasan borac. On je ušao u Beograd 1943. godine, na primjer, i likvidirao je jednu Nemicu koja je bila jedna od glavnih, Volksdeutschlerka je bila je jedna od glavnih u Gestapo u Beogradu. En septembre 1944, l'agent de renseignement américain, le lieutenant Michael Rajačić, rencontre sur le mont Avala le commandant des clandestins belgradois, le major Alexandre Mihailović Willy. Belgrade était rempli d'Allemands qui se retiraient depuis la Grèce. Les clandestins belgradois ont mis à profit cette cohue. Toutes les nuits, après le couvre-feu, ils capturaient des petits groupes d'Allemands, les exécutaient, leur enlevaient l'uniforme et jetaient les cadavres dans le Danube ou la Save. Le lieutenant Rajačić avait été invité à participer à une de ces actions, mais il a refusé. Ces assassinats étaient de la vengeance pour le nombre immense d'hommes du général Mihailović qui avaient été tués à Belgrade. Même à cette époque, le lieutenant Rajačić pouvait entendre depuis le mont Avala les exécutions qui avaient lieu au village de Jajinci, non loin du camp de Banitsa.
Les résistants belgradois étaient traqués par les Allemands, ainsi que les miliciens Ljotić qui faisaient partie des forces armées allemandes. Ils étaient aussi traqués par la police spéciale, intégrée à l'appareil collaborationniste, avec à sa tête Milan Nedić. À la tête de la section anti-DM de sa police, Nedić avait d'abord nommé un émigrant de Russie, Nicolas Goubarev, car personne d'autre n'avait osé accepter le poste. Les Allemands ont eu toutes les peines du monde à le protéger, mais à la fin ils ont quand même été contraints de le transférer en Allemagne. À Goubarev a succédé Ilija Paranos, mais lui aussi a dû être muté en Allemagne. Les pires ennemis des Tchétniks dans l'entourage de Nedić étaient le colonel Masalović et l'agent de police Georgievitch. Les Tchétniks les ont exécutés tous les deux. Un autre grand ennemi des Tchétniks était Svetozar Vujković, le directeur du camp de Banitsa. Lui torturait même personnellement des Tchétniks prisonniers, parfois en tandem avec un de ses adjoints, le Volksdeutscher Peter Krüger. La police spéciale de Nedić, sur ordre de la Gestapo, remettait aux Allemands les listes des sympathisants du général Mihailović. Parfois elle participait avec la Gestapo aux fouilles des appartements des clandestins belgradois, et parfois elle les capturait seule. Les miliciens de Ljotić, eux aussi traquaient sans arrêt les clandestins belgradois, les arrêtaient et les remettaient à la Gestapo. Voici une sorte de récépissé pour la remise à la Gestapo en janvier 1944 de 2 estafettes du général Mihailović et la liste des biens qui leur avaient été confisqués. Au bas de la page figure le tampon du corps de volontaires serbes, qui était la dénomination officielle des miliciens de Ljotić. Le principal collaborateur de la Gestapo dans la chasse aux clandestins à Belgrade était justement un milicien de Ljotić, Racha Arsenijević. Les clandestins ont découvert le jour et l'heure où il avait l'habitude de se rendre en voiture à Zaječar. Ils lui ont tendu une embuscade sur la route et il a été liquidé. L'une des plus vastes opérations de la Gestapo à Belgrade, et même dans les Balkans, était l'opération Walter. Elle s'est terminée le 17 mars 1943, quand les Allemands ont capturé le lieutenant-colonel Jarko Todorović Walter. Le même jour sont tombés le major Pavle Babac, les capitaines Ivanović, Mirković, Pavković, le lieutenant Hadži Ilić et 12 autres clandestins. La même opération a été conduite à Zagreb, où 8 hommes du réseau de Jarko Todorović ont été arrêtés. Les clandestins capturés à Belgrade et à Zagreb ont été envoyés dans les camps, dont la plupart ne sont jamais revenus. La période qui a suivi est marquée par l'intrigue entre le vrai et le faux Walter, que la Gestapo tentait d'infiltrer au sein des clandestins belgradois. Le 6 mai 1943, le général Mihailović envoie à la radio de Walter à Belgrade la dépêche suivante. J'ai désigné comme successeur à Walter le major Toza Milojević. Établissez le contact avec lui le plus vite possible. Tous les autres qui se présenteraient comme successeurs de Walter sont des imposteurs. Sofort! In dieser Gegend ist ein deutscher Soldat ums Leben gekommen. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Ich? Nicht. Und wer ist dieser? Meine Musterien. Es ist noch jemand da? Nicht. Was haben Sie dort? Fotolaboratorio. Geh hin, sieh nach. Es ist niemand da. Sie haben viel Besuch gehabt. Radnja radi. Musterije kommen, musterije gehen. Dans les échanges radio entre le général Mihailović et le major Milojević, on apprend que des faux Walter, du nom de Miladinović puis Ćirković, s'étaient manifestés. Cet échange témoigne aussi de la certitude du général Mihailović que le lieutenant-colonel Todorović n'avait pas trahi ses postes de radio-émetteurs à la Gestapo. Le major Babac ne les avait pas dénoncés non plus, ni aucun membre du réseau. Ono recimo što znam, što je deda govorio, je prilikom saslušavanja u Gestapu, odnosno u zgradi ratničkog doma koja se nalazi iza nas, da je on svaki put kada bi izlazio na ispitivanje, da je govorio samo svoje ime, prezime, čin i broj kod Crvenog krsta u Ženevi. Dans les documents allemands, on constate que la Gestapo n'a jamais su qui se cachait derrière le pseudonyme de Walter.
Pour Todorović, la Gestapo estimait que c'était l'organisateur principal du renseignement du mouvement DM. Pour la personne au nom de code Walter, la Gestapo savait qu'il est dans l'organisation DM, le commandant de Belgrade. L'une des nombreuses fausses informations dont il disposait était que Walter serait blond, âgé d'environ 40 ans et que son nom de famille est Stevčík, habitant en rue Sazonova au 47. Dans son rapport au haut commandement de la Wehrmacht du 19 mars 1943, le général Paul Bader, commandant les troupes d'occupation allemandes en Serbie, ne mentionne pas Walter, mais constate seulement: la capture du major Todorović a de nouveau porté un coup lourd à l'organisation DM à Belgrade. Essayant de soutirer n'importe quoi de Todorović, la Gestapo l'emmène à Zagreb pour qu'il trahisse son réseau là-bas. Todorović fait mine d'accepter, mais il réussit à leur fausser compagnie en cours de route. Il est resté à Zagreb, commandant les clandestins tchétniques en Croatie, mais il est de nouveau capturé le 9 septembre 1943 et emmené au camp de Mauthausen. Dès l'évasion de Todorović, la Gestapo fait revenir à Belgrade le major Babac pour de nouveaux interrogatoires depuis le camp en Allemagne où il l'avait interné. Međutim, vrlo kratko posle toga je on vraćen radi dodatnih saslušanja ovde u Beogradu. O tome ima jedna anegdota koju je baka pričala. Naime, ona je dobila prvo pismo od dede u nekom trenutku i dan ili dva posle tog pisma joj kaže jedna njena dobra prijateljica da je viđen major Pavle, kako ga prate nemački vojnici i kako se penje uz Balkansku ulicu od željezničke stanice. Qu'ils aient été capturés par la police spéciale de Nedić, la Gestapo ou la milice de Ljotić, seul un petit nombre de résistants était en vie à la fin de la guerre. En pratique, ils étaient d'abord torturés dans une des prisons, puis envoyés au camp de Banjica. De là, ils étaient soit emmenés à Jajinci et y étaient fusillés, soit envoyés dans un des camps de concentration allemands. Le plus souvent, c'était à Mauthausen. Le clandestin belgradois, Pavle Milošević, était encore lycéen quand il a été arrêté par la Gestapo. Ceci est le document original par lequel Pavle Milošević est envoyé à Mauthausen. Il est l'un des rares à avoir survécu à ce camp. Durant ses vieux jours, il a visité Mauthausen, maintenant devenu un musée. Le clandestin belgradois Berislav Stanojlović était aussi lycéen quand il a été arrêté par la police spéciale de Nedić. Tu nas sačekao, posle sam saznao ko, kad sam opisao zatvorenicima ko, Boško Bećarević. To je bilo onako, čisto da ti uzme generalije, usput tipu koji šamari, koji boksera, ali dobro, to nije bitno. Kad sam ušao, to je bilo stravično da vidiš. Ranjeni, mrtvi, prebijeni, ubijeni. Užas jedan. Užas. Sjećam se jednog dečkića, sad ne znam da li je leva, desna, koja, bila mu je naduta ko loptu da drži, a druga mu je bila uz telo. Sad da li je leva, desna, ne sjećam se. Šta je to bilo? A kaže, tuku ga po toj zdravoj ruci, bacio je navodno bombe na neke tamo Ljotićevce ili Nemce, na koga li. I tu su ga doveli, maltretirali i vrlo brzo ga posle odveli u podrum i tamo likvidirali. Tu su se iživljavali, da ne pričam, dođe iza leđa, kako se ti zoveš, ja se okrenem, kažem ime i prezime, on mene tras po licu, ja glavom u onaj zid, što se ja okrećem, hoću da bežim, okreni se ponovo, ja se okrenem, kaži sad, ja kažem, on odavde, ja nos, sad sam i slomio nos, tad. I življavaju se. Nemaju druga posla, oni agenti. Jednoga čujem tamo, dere se, što si ti ubio Kraljevića Marka. A kako bre, kaže, udri, ma dobro, jesi, a jesi, pa tek sad dobio batine. Tu je bio neki Ika Paranos, taj me i šamaro dobro, zapamtio sam ga. Le camp de Banjica, le camp DM,
était si bien gardé qu'il n'a connu jusqu'à la fin de la guerre qu'une seule évasion. C'était le 6 octobre 1943. Le capitaine Neško Nedić, chef capturé du corps de Valjevo, le major Ilija Orelj, officier capturé du haut commandement, et Nikola Pašić, clandestin tchétnique belgradois capturé, se sont évadés. On les avait temporairement parqués dans un baraquement annexe, probablement celui sur cette photo. De là, on les préparait pour un convoi vers l'Allemagne. Le baraquement n'était pas gardé par des Allemands, mais seulement par des collaborateurs de Nedić. 7 gardes de Nedić ont aidé les 3 tchétniks à s'échapper du camp. Dit plus précisément, ces 7 gardes se sont échappés avec eux et ont rejoint les rangs des tchétniks. Au musée de Banjica, l'exposition conçue pendant la Yougoslavie socialiste n'a toujours pas changé. On lui a uniquement ajouté un petit panneau, sur lequel figurent seulement les photos de Ilija Orelj, Nikola Pašić et Neško Nedić. Le Peter Kruger évoqué tout à l'heure, le directeur adjoint du camp de Banjica, était le seul à porter ce nom de famille dans tout l'appareil d'occupation allemand en Serbie. Avant la guerre, il était vendeur dans le grand magasin Mitić au centre de Belgrade. Pendant la guerre, son rôle est secondaire. Pourtant, dans la mini-série TV Otpisani, Kruger a le grade de major et est chef de la Gestapo et sa mission principale est de traquer les communistes à Belgrade. Dans les faits, Paul Bader, le général commandant les troupes d'occupation allemandes en Serbie, ne mentionne même pas d'action contre les communistes à Belgrade dans les rapports qu'il envoie à Berlin. Parfois, il lui arrivait de féliciter la police de Nedić, rapportant par exemple « La police spéciale serbe réprime remarquablement le communisme ». En fait, il s'agissait de division du travail. La Gestapo et l'Abwehr traquaient les tchétniks, et la police spéciale chassait les tchétniks et les communistes. Pour cette raison, bien plus tard, les communistes publieront un livre sur la police spéciale de Belgrade, mais rien sur la Gestapo à Belgrade. Lastwagen bringen Einheiten der Waffen-SS in die Ausgangsstellungen für die befohlene Säuberungsaktion. Les Volksdeutsche du Banat avaient fourni au Troisième Reich la division SS Prince Eugène avec plus de 20 000 soldats. Mais ils ont aussi fourni 700 hommes à la Gestapo de Belgrade et d'autres villes en Serbie. Plus tard, puisque cela s'est avéré insuffisant, 400 hommes triés sur le volet seront retirés à la division SS Prince Eugène pour être affectés à la Gestapo. Depuis Belgrade, ils s'éparpillaient à travers toute la Serbie, en civil, voire en costume traditionnel serbe. Tous ces Allemands parlaient parfaitement le serbe sans accent, mais beaucoup étaient trahis par la blondeur germanique de leurs cheveux. Les tchétniks les traquaient sans relâche et les supprimaient. Le haut commandement recevait des informations à leur sujet par les résistants de Belgrade, puis le général Mihailović les diffusait à toutes les unités. Ainsi par exemple, soulignant la couleur des cheveux de 2 agents, le général Mihailović ordonne. Un Volksdeutsche du Banat du nom de Franja Nikolić se déplace en Serbie avec un complice comme vendeur de tabac. En réalité, ce sont des gestapistes. Capturez-les et liquidez-les. Ce qu'on décrit avec le major Kruger dans la mini-série Otpisani, c'était dans la réalité le major de la SS Heinrich Brandt. Et il ne traquait pas les communistes, mais les résistants tchétniks. En Serbie, on connaît encore aujourd'hui le personnage fictif du major Kruger, mais pas le Heinrich Brandt de la réalité. Comme on connaît toujours les résistants communistes de la fiction, mais pas les résistants qui avaient réellement existé. Comme l'étudiant Branislav Đukić, membre avant-guerre de la section des jeunes du club culturel serbe, fusillé le 26 décembre 1942 à Jajinci. L'étudiant Todor Tadić, commandant l'état-major numéro 501 des jeunes de Belgrade, décédé à Mauthausen. C'était le jeune le plus connu, célèbre pour être toujours disposé à raconter des blagues. Dragoslav Radivojević, membre de la Troïka suprême de la jeunesse de Belgrade. La Gestapo le découvre et l'arrête dans la nuit du 10 au 11 juillet 1943, fusillé à Jajinci. Georgi Jovović, né à Rostov en Russie, membre de la Troïka suprême de la jeunesse de Belgrade, fusillé à Jajinci. Vinko Koniković, agent du renseignement de l'organisation clandestine de Belgrade, fusillé à Jajinci en 1943. L'étudiant Vladan Ilić, arrêté par la Gestapo et tué à Mauthausen en 1943. L'étudiant Bogdan Milutinović, fondateur de la première organisation des jeunes de Belgrade, fusillé le 25 septembre 1943 à Jajinci. L'une des prisons de la Gestapo se trouvait aussi au cœur de Belgrade, au club des vétérans.
C'est aujourd'hui le club de l'armée de Serbie. C'est ici, à l'automne 1942, qu'est amené le capitaine Vojislav Kostić Lole. Tukli su ga, on je bio podvrgnut pojačanom saslušanju, a to znači ono goveđom žilom. Kad ga tuku, razumete, pa ga udare sa one hoklice, on padne, on ne smisli se, onda ga poliju vodom, pa ponovo 3 sata. Pa onda pauza za ručak gestapovaca, oni ručaju, pa se vrate, pa nastave do 6 uveče. Pa ga onda odvedu ispod steparišta ratničkog doma, to su bile ćelije za mučenje sa onim kukama. Le major Pavle Babac sera lui aussi détenu au club des vétérans. To baka je pričala da mu je izbijen jedan zub. Ono što je deda stalno pričao, to je da je bio u samicama u podrumu ratničkog doma, da su te samice bile 1,5 m sa metar, sa nekim cevima kroz koje je vrlo ograničeno dolazio kiseonik i da su bili u potpunom mraku. I kada su ga izvodili na saslušanje, bilo je upereno svetlo u njega i on je dolazio iz tog potpunog mraka, tako da je bio potpuno zaslepljen. Tragova mučenja je ta odeća njegova, odnosno košulje i pižame bile krvave, razumete, od tog strašne te žile goveđe kojim su ga tukli i praktično ti tragovi krvi su ostali dan danas, to se vidi ovde u krugovima, onako, evo vidite ovde, vidi se krug, razumete, krvav, razumete. To je on slao praktično sa svojom prljavom, odnosno krvavom odećom koju su oni prali kući i onda kad su videli, onda su to isekli i sačuvali. Ja sad držim u ruci praktično, ja to zovem krpice, on je pisan u unutrašnjoj strani pižame i evo, na primjer, tu se sve vide i tragovi krvi, razumete, u sirene. Piše, dragi moji, nalazi se 6 dana u Gestapu. Šaljite mi hranu nedeljkom, utornikom i petkom od 11 do 12 i veš sredom od 10 do 12. Pošaljite mi odmah čebe i jastuk, pribor za zube. Donosioci, gospođi mom kolegi iz zatvora, predajte veću količinu cigareta. Pozdravlja vas vaš Lola. Evo, na primjer, ovde pozdravlja, ima 4 sestre, moju majku Danu, Bosu, Anku i Vojku. Kaže, draga Dano, Bosu, Anka i Vojka, bez sumnje da se vas 4 ređate pri donošenju hrane. Nisam vas video od 4. decembra, 42. Sada se nalazim levo od stare sobe, zadnja 2 prozora. Po branku javite Aleksi Ćuruliću, bulevar Kralja Aleksandra 20, kod BSK igrališta, da je ovdje Milosav Đoković iz Šatornje i da mu odmah pošalje hranu i veš. Sve objasnite isto Svetog Nikole 94 Bakalinu Petroviću, da Jovi Markoviću pošalje cipele, jer se nada za Nemačku, a ostao je bos. Još nije saslušan. Vidite, on je iz zatvora, praktično se bavio tim malte neobaveštenim radom, javljuje kome šta treba da se donese, kome da se javi. Niko nije saznao da je on ubijen. On jednostavno, kad su odneli 2. aprila hranu u Aleksandrovu 5, u zatvoru onaj oficir nemački je imao protokol ispred sebe, otvorio, našo je ime Vojislav Kostić i kaže, ne, on više nije ovde. Onda su 2 sestre njegove, odnosno dedine ćerke, dotrčale u Budinsku i kažu, tata, on više nije tamo. Mlađi njegov brat, Ikaduja, koji je otišao za Mauthausen sa 4. transportom u martu 43. a Lole 2. aprila, ne zna se šta je sa njim, kaže, Lole je izveden sa grupom oficira 2. aprila pre podne. Znači, to priča od njegov mlađi brat, Dušan Kostić. Bili su vezani. Do njega je bio kapetan Stojanović iz moje sobe, broj 16. Više nego sigurno i zajedno leže pod zemljom. À mesure que la guerre s'écoulait, les clandestins belgradois allaient de plus en plus souvent sur le front,
pour renforcer les unités combattantes, mais aussi pour se mettre à l'abri quand la Gestapo était à leur trousse. L'étudiant Lazar Maksimovic a été envoyé sur le terrain dans la région de Kruševac. Il a été blessé dans les combats contre les miliciens de Ljotić en 1943. Capturé, il sera torturé jusqu'à la mort. L'avocat Andra Poletti devient l'adjoint du chef de la propagande du premier corps de Ravna-Gora. Capturé par les communistes fin 1944 et exécuté à Belgrade. L'étudiant Dusan Djuknić Kačerac était membre de l'état-major numéro 501 des jeunes de Belgrade. Il a émigré au Canada. Miodrag Marković, mort au combat contre les communistes en 1945. Dobroli Tadić, arrêté par les communistes après la guerre, il est décédé en 1948 à Belgrade, peu après avoir été libéré de prison. La Gestapo avait engagé le meilleur expert en œuvres d'art et joaillerie de Belgrade, Borivoje Mesarović. Ils avaient besoin de lui pour estimer la valeur des biens qu'ils pillaient, mais ils ignoraient que Mesarović était un agent clandestin du général Mihailović. Il a ainsi vu beaucoup de documents confidentiels, parmi lesquels des archives concernant les crimes. Les Allemands exécutaient le plus au village de Jajinci, non loin du camp de Banjica. C'était un immense complexe, sur lequel on tuait en masse presque tous les jours. D'après le rapport que Mesarović a dérobé à la Gestapo, en Serbie, majoritairement à Jajinci, jusqu'à fin août 1943, 62 184 Serbes et 13 862 Juifs ont été exécutés. Les Serbes exécutés étaient dans leur écrasante majorité des membres de l'organisation du général Mihailović. Mesarovićev izveštaj govori o realnim gubicima, ali on obuhvata samo nemačku okupacionu zonu Srbije. Ono što je važno, to je moramo da znamo, da od leta 1942. godine komunistička organizacija u Beogradu praktično više ne postoji. Znači, oni su u nekoliko akcija tokom proleća i leta 1942. godine potpuno razbijeni i do dolaska Crvene armije oni kao neka organizovana celina nisu ni postojali. Što se tiče samih strukture ljudi koji su streljani u merama odmazde, moramo znati da je od septembra 1942. godine uvedena kategorizacija. Znači da su oni razvrstavani po određenim kategorijama koji su za logorisanje, odnosno koji su za pogubljenja i da je više nego očito da ogromna većina predstavljaju simpatizeri jugoslovenske vojske. À Mauthausen, les internés mouraient en moyenne au bout de 6 mois. Dusan Duja Kostić est un des rares à y avoir survécu. On je pripadao Jurao. Pa evo, on je bio od 43. marta kad su ga poslali, dok se nije vratio 45. dok nisu oslobodili Amerikanci. Ujka Duja je umro, moj brat od Dujak ima dokumentaciju celu, pošto su na njemu vršeni eksperimenti in vivo u Mauthausenu. I mama mi priča, pošto deda ima prelepu kuću sa velikim salonima, trpezarijom i tako dalje, ovdje u Budimskoj ulici. Mama kaže, kad je došao, on je otišao u ćošak, ovako se savio, razumeš, u strahu, znate. Pa su mu onda izlazile škrofule, pa su mu onda davali da jede kvasac, pa da pije po 2 litra mleka, nema da se očisti. Jer u Mauthausenu isteraju vas ujutru da se umivate. Česma je, na primjer, 50 metara udaljena. Ujka Duja priča, ko potrči, samo padne mrtav, razumete. Jer umije se onom hladnom vodom i ako potrči gotovo. Jedna travka nije mogla da opstane, oni su jeli travu. Kad guraju ona kolica pa ispadne onaj kameni, šleski ugalj, kaže, oni onaj ugalj uzmu i sisaju. Znate, mast. To je bilo strašno. Le lieutenant-colonel Žarko Todorović Walter a lui aussi survécu à Mauthausen. Kad je izašao iz Mauthausena, on je otišao u Francusku jer je tamo završio takozvanu École de Guerre, to znači ratnu školu, to je bio njihov generalštab koji je i moj otac završio. I onda je tu regrutovan u legiju stranaca i bio je u Vijetnamu. On je bio u Dien Bien Phu, znači bili su opkoljeni. Tu je bio i Sava Stepanović. I uspeli su da se sa 2 bombe u rukama drum i probiju. U tom Dien Bien Phu oni su izgubili 10.000 ljudi, Francuzi tu. Čelat jedna divizija legije stranaca je otišla do Đole. I onda Žarko Todorović posle toga, pošto je proveo, ne znam koliko je morao da bude, 20 godina u legiji stranaca, onda je bio prebačen u redovnu vojsku, proizveden
za generalštabnog pukovnika i bio je u Ministarstvu odbrane u Parizu. Le major Pavle Barbac a été transféré dans un camp de prisonniers. Après la guerre, il est rentré à Belgrade, menant une vie humble et en retrait. Ovo je dedina tabakera iz nemačkog zarobljeništva iz logora Hamelburg Oflag 13B, gdje se vidi od 1943. do 1945. Znači on je verovatno krajem 1943. posle svih tih saslušanja. Ovdje na zadnjoj strani tabakere se vidi baraka u kakvoj su zarobljeni oficiri bili smešteni. Ovo je izgled logoraške identifikacione pločice, klompe drvene kao obuća koju su nosili i repa kao hrana koju su svakodnevno jeli. A unutra čuvam zlatne hrastove listove, to su američki činovi majora koje je deda dobio od Amerikanaca kada su ga oslobodili. I ovo je njegova originalna logoraška pločica. To je muštikla iz logora Banjica, koju je dobio od kolege logoraša i koju je koristio praktično sve dok je bio živ do 1980. godine. Pa evo, ono što je meni kao potomku, kao unuku, nekako najsnažnija neka pouka je to koliko su ti ljudi bili drugačiji, koliko su bili tvrđi u odnosu na nas danas. Koliko su bili spremni da podnesu i fizičke i duševne patnje iz nekih ideala čistih. Koliko o tome nisu pričali, nisu opterećivali svoju okolinu i koliko su svoj krst nosili na sebi bez nekog roptanja.